le projet d'Imalfar. Il s'agit du professeur Jean-Cyr Yombi. Figure majeure de la médecine interne et des maladies infectieuses en Belgique et en Europe, il est professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain et chef de service de médecine interne et maladies infectieuses aux cliniques universitaires Saint-Luc. Clinicien d'excellence, il a occupé successivement les fonctions de chef de clinique adjoint, chef de clinique associé, puis chef de clinique, avant de prendre en 2023 la direction du service. Il dirige également le centre de référence VIH-Sida des cliniques universitaires Saint-Luc et préside le groupe de gestion des antibiotiques, pilotant les politiques institutionnelles d'antibiothérapie et les lignes directrices en matière d'antibiotiques stewardship. Il est par ailleurs président du Master complémentaire de médecine interne, président de la commission ministérielle d'agrément en infectiologie clinique. Son leadership s'exprime aussi dans la gouvernance hospitalière. Vice-président puis président du conseil médical des cliniques universitaires Saint-Luc, administrateur des cliniques universitaires Saint-Luc, membre du conseil d'administration des cliniques de l'Europe. Engagé dans la société civile, il est administrateur de l'ASBL Marché Nord-Sud et président de l'ASBL GOTC. Membre de nombreuses sociétés savantes internationales, IAS, EACS, BREACH, ECCMID, EBJS, Belgian Society for Internal Medicine, il contribue régulièrement à des conférences et initiatives de santé publique. Le professeur Yombi incarne une expertise rare à l'intersection de la clinique, de la pédagogie, de la gouvernance hospitalière et de la diplomatie sanitaire. Professeur, je vous prie de bien vouloir prendre le micro. Merci à tous et merci au colonel pour cette introduction vraiment qui me touche. Vous savez que je n'aime pas tout ça, mais bon, voilà. Monsieur l'ambassadeur du Gabon, il me revient pas en tant que surtout clinicien ici de parler du programme d'Imalfar, parce que je vais pas vous parler de la malaria, puisque comme Jacob sait, un de mes dadas, c'est de soigner les malades qui ont la malaria. On vient de faire un rapport des 230 cas de malaria qu'on a eu à Saint-Luc, puisque Saint-Luc est à côté de l'aéroport, on voit arriver des patients. Mais je vais vous parler ici un peu de la problématique autour de la malaria, surtout en mettant l'accent sur le programme d'Imalfar. Mais il faut se rappeler, et le titre dit tout, la malaria est une histoire de tous. Il n'y a personne dans la salle ici, des rares personnes qui pourraient dire qu'ils n'ont jamais fait de la malaria. Donc, ça nous concerne tous, on sait ce que c'est, mais on pense toujours savoir ce que c'est, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vais commencer à introduire mon propos parce que tout ça se situe dans un contexte mondial. Il faut se souvenir d'une chose qui est essentielle, c'est ce que l'OMS a mis comme objectif. Et si vous vous rappelez des objectifs, c'est de pouvoir, en 2025, mais nous sommes déjà en 2026, de pouvoir réduire le nombre de cas et de morts de 75% ou 75%, et de réduire le nombre de pays où il y a la malaria. On était à 20, mais vous voyez très bien, il n'y a pas besoin d'être un clair qu'on n'a pas atteint les objectifs. Nous sommes loin d'atteindre les objectifs. Mais ce n'est pas encore ce qui est plus important. Si vous allez en 2030, et là, les objectifs étaient encore plus ambitieux. On parle de 90% de réduction des cas et de morts. On parle de réduire de 35 pays la malaria. Vous voyez que ces objectifs sont ambitieux, mais on est loin du compte. Donc, si vous regardez, il faut quand même se souvenir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut se rappeler que à peu près 2,3 milliards de cas ont été évités depuis 2000. Et si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait un slogan « Santé pour tous » en l'an 2000. C'est resté un slogan. Et aujourd'hui, nous n'allons pas rester avec les slogans. Il y a eu des efforts, 2,3 milliards de cas réduits, 14 millions de morts en moins. Rien qu'en 2024, il y a eu moins de 1 million de morts. Mais si vous regardez tout à fait calmement, l'épidémie, comme le professeur Sobgui vous a dit, elle reste
un problème de santé publique mondiale. 282 millions de cas, c'est 9 millions de cas plus que 2023. Et si vous regardez cette courbe, vous voyez que depuis 2015, la courbe ne s'inverse plus. Elle a tendance plutôt à remonter. Et c'est ça qui est terriblement inquiétant. Pire encore, 11 pays d'Afrique, c'est les 2/3 des cas. Et donc, 4 pays, vous voyez le Nigeria, la RDC, l'Ouganda, ces 4 pays ont plus de la moitié de cas. Et c'est le même constat dans la mortalité. On a parlé de plus de 610 000 morts. 4 pays regroupent plus de la moitié des cas. Le Nigeria, à lui seul, c'est 40% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. C'est dramatique. Donc, je vous disais, les objectifs ne sont pas atteints. Si on devait suivre la courbe en termes de cas et de décès, on devrait être là. On devrait être plutôt là. Et on est là. Ça veut dire que même si on a fait un travail important, nous ne sommes pas au niveau qu'on devrait atteindre. Pourquoi? C'est les grandes menaces. Quelles sont les grandes menaces? La première menace, c'est le financement. Si on devrait investir 10 milliards en 2024, nous n'avons même pas nous avons à peu près 4 milliards. Donc, il manque 6 milliards. Le compte n'est pas là. Et si on prend 2025, je ne vais pas utiliser le mot qui a été utilisé, je sors de Lausanne à la conférence sur le VIH, ce qu'on a appelé le fameux choc américain, pour ne pas dire le choc Trump de 2025, ça va être encore beaucoup plus terrible. Et ce qui est surtout inquiétant, si vous regardez les chiffres, à peu près en 2024, c'est 33% de cet investissement dans la malaria qui revient à l'Afrique, alors que 67% vient de l'aide internationale. Donc, ce choc va être encore plus important. Il est clair que des efforts ont été faits pour pouvoir augmenter la courbe, et c'est vrai qu'on atteint en 2024 44%, mais je pense qu'en 2025, ça va s'effondrer. Et il ne faut pas oublier que dans ce que l'Afrique apporte dans la santé, 1/3, c'est les ménages. Ça veut dire qu'une famille sur 3, si elle tombe malade, doit choisir entre manger ou se soigner. Ce qui est terrible. Donc, on ne peut pas, les menaces, c'est le financement, c'est majeur. L'autre menace, d'ailleurs, vous voyez ici, on a dit le choc Trump, mais en fait, ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que il y a ce problème-là, mais les autres bailleurs de fonds sont en train de s'effondrer aussi. Derrière ce choc-là, la France, moins 44%. Le Fonds mondial, vous voyez, même s'il reste le plus grand pourvoyeur, mais en chiffre absolu, ça va être une somme colossale. Et vous voyez que le choc américain va pas être des moindres. Donc, tout ça, nous sommes dans une situation où, globalement, les financements sont en train d'être réduits. Et donc, si on ne fait pas gaffe, on va vers la catastrophe. Deuxième problème qui menace, c'est la résistance des moustiques. Ils sont résistants aux produits qu'on met dans les insecticides. Je ne sais pas si vous avez déjà dormi dans une moustiquaire. Ce n'est pas simple. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des doubles combinaisons, comme on a dit, pour pouvoir éviter ces résistances. L'autre problème, c'est un fameux moustique, puisque le classique, c'est l'Anopheles gambiense, mais vous avez le Stephensi qui commence, lui, à avoir l'avantage de donner il résiste dans la ville et il résiste aux produits des insecticides. Donc, s'il prend de l'ampleur, nous allons être confrontés à un moustique qui s'est adapté et qui va dans les villes. Or, vous connaissez l'accumulation des populations dans nos villes, ce qui va être extrêmement dévastateur. Le troisième problème que vous connaissez, c'est celui du fait que le Plasmodium falciparum, c'est-à-dire le parasite qui tue le plus, c'est le grand tueur. Quand il tue, qu'est-ce qu'il fait? Pour le diagnostic, on a fait des tests rapides et on teste une protéine là, ce qu'on appelle l'histidine riche protéine, et ces parasites-là ne la produisent plus. Donc, quand vous faites le test pour diagnostiquer, le fameux test rapide, vous ratez le diagnostic. Si vous ratez le diagnostic, vous tuez, les gens meurent, et s'ils meurent, la transmission continue. Donc, c'est grave en termes de diagnostic aussi. Et le troisième problème, c'est celui dont le professeur Sobgui vous a parlé, c'est le problème des résistances qui commencent à s'étendre en Afrique.
avec le médicament clé qu'on appelle les ACT, comme il vous a expliqué. 4 pays, on l'a déjà bien démontré, et probablement dans d'autres pays. Et vous voyez que si cette carte continue comme ça, on risque de se retrouver avec le médicament phare qui n'est plus actif. Et d'où l'importance de ce fameux projet d'Imalfa. Mais le palu, ça nous coûte extrêmement cher. Si vous regardez, ça nous coûte notre croissance, ça nous coûte notre productivité, ça pèse sur les systèmes de santé, ça empêche les investissements et même le tourisme. Vous voyez d'ailleurs, nous on a une grosse consultation de voyage où les gens ont tendance à aller dans des endroits free de malaria, comme on dit, l'Asie, pour ne pas les citer. Pourquoi? Parce que ils ont peur de mourir, ils ont peur d'avoir la malaria, alors que on pourrait faire autrement. Bon, si on doit investir, ce qui était prévu, c'est 100 milliards d'ici 2030. En plus, 10 milliards supplémentaires pour la recherche et le développement, donc 110, 120 milliards. Quand on dit ça, c'est énorme. Mais en fait, si vous faites ça, vous voyez que vous allez arriver, voilà, ça c'est les fameux les milliards que vous devez investir, mais vous voyez que si on fait ça jusqu'en 2030, mais on va sauver à peu près 10 millions de vies sauvées et on va épargner pratiquement 4 milliards de cas. Donc, c'est terriblement important. Donc, vous voyez déjà qu'en termes de humain, investir, le retour sur investissement est majeur. Deuxièmement, si vous parlez, vous allez dire oui, mais les humains, bon, nous on est habitués à ce qu'on meurt, on va aux funérailles, on pleure, on se roule un peu par terre, on revient. Mais non, les investissements, regardez, ceux qui peuvent compter de l'argent. Moi, je compte pas. Oui, non, il faut pas que je dise ça. Je compte vraiment l'argent. Je dis toujours ça. Quand je vais dans des conseils d'administration, je dis non, moi, je suis un médecin, je sais pas compter. Non, si, je sais compter. Vous voyez que quand vous investissez $1 dans la malaria, c'est un retour de 40 fois, en tout cas dans les pays épidémiques. Et pour l'Afrique, c'est 60 fois. Donc, 1 pour 60. Je ne connais pas beaucoup de banques. Si vous allez mettre votre argent, vous allez avoir ça comme retour. En tout cas, je ne sais pas. Si on vous promet ça, méfiez-vous. C'est que ce n'est certainement pas le bon investissement. Mais la malaria, vous voyez, c'est un retour magnifique. Et vous voyez que si on fait ça, c'est plus de 4 000 milliards de production économique avec les impacts sur l'éducation, les impacts sur les ménages, la richesse des ménages. Je vous ai dit, 1/3 des soins de santé sont supportés par les familles. Donc, 1 sur 3 doit choisir entre manger et se soigner. Donc, ça veut dire que si on fait ça, quand on investit $1, on en gagne beaucoup plus. Et tout ça a été calculé, évalué. Et même plus encore en termes de produit intérieur brut, si on fait ce qu'on a promis, vous voyez que c'est 126 milliards en plus dans le produit intérieur brut. Pour les pays d'Afrique, si vous prenez tous les pays qui ont la malaria, c'est 142 milliards. Et ça ne s'arrête pas que là. Les bénéfices vont au-delà pour le commerce international. 80 milliards. Et même pour ceux qui investissent. Donc, aller investir en Afrique, le commerce international va être mieux. L'Afrique va avoir beaucoup plus en PIB. Et même ceux qui investissent ont des possibilités dans les exportations. Donc, c'est un business win-win. C'est comme on dit en Belgique, c'est vraiment un business win-win. Donc, on ne peut pas dire que investir dans la malaria va nous coûter. Ça nous rapporte beaucoup plus. Ben, on peut dire on fait rien. Hein. Ça, c'est l'autre façon. On dit, bah, voilà, on continue comme ça ronronne, on ne fait rien. Mais ça va être terrible. Ronronner, ce n'est pas juste qu'il ne se passera rien. Le coût va être désastreux. Parce que quand vous voyez en termes humains, ben, vous aurez 2 milliards de cas supplémentaires et encore plus sévères. Vous aurez 1 milliard de journées perdues de travail. Vous aurez 18 millions d'hospitalisations en plus. Et les morts, on n'en parle pas, 4 milliards de morts, 4 millions de morts. C'est terrible. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi de l'argent qu'on va perdre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ne rien faire à l'heure actuelle, on peut dire oui,
si on fait ce choix, mais on sait que ce n'est pas pour que ça reste comme c'est. Ça va être encore plus désastreux. Et d'ailleurs, ici, je vous montre ici, chaque fois qu'on a arrêté des programmes, surtout en n'investissant pas, il y a eu la malaria qui est revenue. Vous avez vu la diapositive du professeur Jacob Sobgui qui vous a parlé des pays où il y a la résultat. Il a parlé de l'Éthiopie. Et en fait, l'Éthiopie, c'est la hauteur. À un moment, on vous disait à 2000 mètres d'altitude, il n'y a plus de malaria. Mais c'est plus vrai. On voit aujourd'hui que même à ces hauteurs-là, on retrouve la malaria. Le Rwanda, Kigali à l'époque, on disait qu'il n'était pas à risque. Or, à l'heure actuelle, la malaria à Kigali est terrible. Et le pire même en Éthiopie, c'est que 20% des gens, on arrive à ce que le professeur Jacob Sobgui vous a dit, ont des formes subcliniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes, mais ils ont le parasite qui tourne. Donc, ça veut dire que le moustique qui va vous piquer, ben, il va prendre le parasite, il va le transmettre. Et du fait de ces mutations, vous avez à peu près 70% des diagnostics qui ne sont pas faits. Donc, ça va être terrible. Et chaque fois qu'on a arrêté un programme, ben, les choses sont reparties à la hausse. Donc, l'autre chose qu'on a modélisée, et on arrive à ce fameux dimalphar, c'est que si l'artémisinine devient résistante, vous voyez le coût humain et économique de la résistance. Regardez ici, ça c'est l'Afrique subsaharienne. Quand vous prenez le monde, mais en fait, tout ça est drivé par ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Le principal coût, c'est l'Afrique subsaharienne. Et que ce soit en termes de mortalité, que ce soit en termes de productivité, nous allons payer un prix excessif. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions. Et là, nous arrivons sur ce que le professeur Jacob Sobgui vous a parlé déjà, c'est le fameux programme dimalphar. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous parlais pas en tant que clinicien qui soigne les malarias aujourd'hui, mais en tant que président de Goethe CHBL. Vous voyez qu'on arrive à un projet dimalphar où c'est à peu près 105 millions en 50, 14 millions en 200. Vous allez dire, ouh là 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 là, ils sont en train de demander beaucoup d'argent, il faut trouver beaucoup d'argent. En fait, c'est pas grand-chose. Il faut se souvenir, il y a des grands spécialistes du médicament dans la salle. Vous voyez qu'on a fait quelque chose de formidable. On a essayé de vous montrer les différentes phases de mise en route parce que sans ça, vous ne pouvez pas avoir des standards. On a été avec Jacob dans une thèse de doctorat où une de nos doctorantes avait analysé les tisanes et voyait les variabilités qu'il y avait dans les dosages, ainsi de suite. Donc, il faut faire les choses. Si vous voulez remplacer un médicament qui est le gold standard, vous devez faire les choses correctement. Et nous avons évalué ça avec les différentes phases que vous voyez ici pour pouvoir arriver à la production. Vous allez dire 105, 110 millions, c'est énorme. Mais il faut savoir que, par exemple, le sofosbuvir, qui est un médicament, un antiviral pour soigner l'hépatite B, c'est 1 milliard. Bon, la firme qui l'a vendu, Gilead, l'a racheté à une biotech. 11 milliards. Donc, c'est 6 à 10 fois de quoi on parle ici. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça pourrait être rentable? Oui, ça va être rentable. Si vous prenez juste ce médicament que vous développez, vous prenez juste une petite proportion, 20% du marché, et 175 millions sont déjà rentrés très, très vite. En 1-2 ans, vous avez rentabilisé le médicament dimalphar. Vous n'avez même pas 1-2 ans. Vous voyez, le fameux dimalphar va vous rendre votre argent beaucoup plus vite que ce qu'on a investi. Très, très rapidement. Donc, on a intérêt à pousser dimalphar parce que derrière, même en termes de santé humaine, mais en termes économiques, les bénéfices sont au rendez-vous. Mais au-delà même de ces bénéfices liés à l'argent, vous avez des bénéfices sur l'emploi rural puisque on vous a parlé de la tisane, l'agriculture, les plantes, le prix de vente stable, la création massive d'emplois locaux. Nous sommes dans la tisane. La transformation, la lyophilisation, c'est des entreprises qu'il faut créer là pour pouvoir avoir une valeur ajoutée. Et enfin, les médicaments, on touche à ce qu'on discute ici tous, évoluer vers la souveraineté sanitaire. La malaria à l'éliminer, c'est possible. Ce n'est que possible si vous voyez les pays ici, il y a des pays qui ont déjà plus de malaria, qui sont pratiquement déclarés free de malaria.
Mais pour ce faire, nous ne devons plus penser que c'est juste un problème de santé. C'est le leadership politique. Ne nous trompons pas. C'est un vrai leadership politique. C'est d'embarquer les communautés, parce qu'aujourd'hui, on sait que les programmes qui ne sont pas adaptés aux communautés ne marchent pas. Et enfin, une communauté scientifique qui va beaucoup surveiller, faire de la recherche, innover. Vous voyez ici dans la zone du Grand Lac Myanmar, ils avaient les mêmes problèmes il y a 10 ans. Ils avaient les problèmes de moustiquaires, ils avaient les problèmes de résistance. Et quelques années plus tard, vous voyez qu'ils sont en train de carrément éliminer la malaria. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un leadership fort. Il y a eu un investissement des communautés important. Il y a eu un engagement scientifique majeur. Je ne vais pas continuer à vous montrer 10 000 exemples, mais je voudrais surtout souligner ici que aujourd'hui, si je puis me permettre, messieurs les ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur du Gabon, le 25 avril, c'est la journée mondiale de la malaria. Qui sait? Peut-être le 7, mais on se souviendra qu'un jour, l'initiative de Bruxelles, avec votre leadership et le leadership de tout le monde qui est là, a commencé c'était là où on a lancé la fameuse initiative d'Imalfa, qui a lancé les bases de l'éradication de la malaria. Merci de votre attention.